une passagère arrogante dans un vol international bonde et décide que les règles ne s'appliquent pas à elle. Elle repère une femme noire dans le meilleur siège de première classe, le 1A, et décide de le voler pour elle-même. C'est un geste de pouvoir qu'elle regrettera pour le reste de sa vie. Elle ne savait pas que la femme qu'elle venait d'humilier publiquement et de sous-estimer avait le pouvoir d'immobiliser l'avion entier. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une passagère impolie. C'est l'histoire de ce qui se passe quand une PDG discrète décide de donner une leçon de respect en bloquant toute une compagnie aérienne. L'air du terminal principal de l'aéroport Charles de Gaulle était épais d'un parfum anxieux familier, croissant rassis, cire industrielle pour sol et la légère odeur métallique de kérosène. Docteur Alanie Dubois, PDG de Dubois Vanguard Logistique, ne le remarquait à peine. Elle se tenait près de la zone d'embarquement chaotique du vol Air France 212 vers Londres. Son regard fixé non pas sur la file désorganisée, mais sur l'écran lumineux de son téléphone. « Robert, l'offre est finale », dit-elle, sa voix un alto grave et doux qui perçait le brouhaha environnant. L'acquisition de 51% n'est pas négociable. Mon équipe a audité leur logistique et les inefficacités sont profondes. Ils ont plus besoin de nous que nous deux. Tenez bon. Je serai à Londres dans 10 heures pour signer. Elle raccrocha, son expression illisible. À 42 ans, Alanie Dubois avait bâti un empire à partir de rien, une société de logistique et de capital investissement spécialisée dans la transformation de géants en difficulté en machines rentables et efficaces. Elle était habillée pour la bataille, bien que son armure soit subtile. Un blazer gris anthracite taillé par Zorro, un pantalon noir simple, et des mocassins en cuir poli plat qui témoignaient d'une femme qui valorisait le confort et le pouvoir à part égale. Ses cheveux étaient coiffés en loques professionnelles complexes, tirés en un chignon sévère et élégant. Dans sa main, elle tenait une simple sacoche en cuir contenant le prospectus papier de l'accord Air France Global. Un accord d'une valeur de 9 milliards d'euros. L'agent de la porte, un jeune homme nerveux nommé Marc, appela l'embarquement en première classe. La file gonfla immédiatement, un mélange de bagages à main coûteux et de soupirs impatients. C'est vraiment typique. Une voix aiguë transperça l'air. Une femme, peut-être dans la fin de la cinquantaine, avec des cheveux blonds volumineux qui semblaient défier la gravité et un survêtement rose vif couvert de logos dorés, se fraya un chemin vers l'avant. Elle lança son bagage à roulettes à imprimer léopard en avant, manquant de peu de frapper un homme âgé. « Barbara Mercier », annonça-t-elle à Marc, sa voix assez forte pour que toute la porte l'entende. « Platine Élite, cercle des fondateurs. Cette file est une honte. J'attends depuis 10 minutes. » Marc bégaya « Mes excuses, Madame Mercier. Passez tout de suite. » Barbara renifla, lui arracha son passeport et marcha lourdement dans la passerelle d'embarquement. Alanie observa, son expression impassible. Elle avait vu un millier de Barbara Mercier dans sa carrière. Des femmes qui confondaient privilège et importance. Volume et autorité. Elle fut la dernière à embarquer. Tendant son billet à Marc. « Passez un excellent vol, docteur Dubois, » dit-il, son professionnalisme revenant maintenant que la menace immédiate Barbara était partie. « Merci, Marc. J'en ai bien l'intention, » répondit Alanie. Elle monta à bord de l'avion, l'équipage de cabine l'accueillant avec des sourires professionnels. Elle tourna à gauche dans la cabine exclusive de première classe, un espace serein de cuir beige et de plaquage de bois poli. Son siège, le 1A, était le siège hublot cloison tant convoité, offrant un maximum d'intimité et d'espace pour les jambes. Elle vit immédiatement qu'il était occupé. Barbara Mercier était déjà installée. Son survêtement rose étalé, ses chaussures enlevées, et son sac à imprimer léopard occupant le siège adjacent un byte. Elle était en train de faire un appel fast-team bruyant. Ses pieds nus posés sur la cloison. « Je te le dis, Roger. C'est comme s'il n'avait jamais vu un membre platine avant. » se plaignit-elle. Alanie fit une pause, vérifiant à nouveau sa carte d'embarquement. Un A. Elle regarda Barbara. Elle regarda l'hôtesse de l'air, Suzanne, qui était occupée à suspendre la veste d'un autre passager, le dos tourné à la situation qui se déroulait. Alanie s'avança, sa voix calme et polie. « Excusez-moi. » Barbara l'ignora, continuant son appel. « Franchement, je devrais juste acheter cette compagnie aérienne et virer tout le monde. »« Excusez-moi. » répéta Alanie, une fraction plus fort, mais toujours parfaitement posée. Barbara finit par lever les yeux, ses yeux encadrés de fards à paupières bleues lourds, scannant Alanie de la tête aux pieds. Le regard n'était pas simplement d'agacement. C'était une évaluation complète et méprisante. Elle vit la tenue simple et sans ornement d'Alanie. Sa peau foncée, ses loques et ses chaussures plates. Et elle fit un calcul immédiat et profondément erroné. Elle leva un doigt parfaitement manucuré comme pour faire taire un domestique. « Je suis en plein appel très important, ma chère. Vous ne voyez pas ça ?» Alanie ne bougea pas. « Vous êtes dans mon siège. » Les sourcils peints de Barbara se levèrent.
Elle finit finalement son appel, soufflant avec une frustration performative. J'en doute fortement. C'est le 1A. Je suis 1A. Je vole toujours en 1A. Moi aussi, dit Alani, tendant sa carte d'embarquement qui indiquait clairement Dubois Docteur. Alani siège 1A AF212 CDG LHR. Barbara y jeta un coup d'œil, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Elle ne prit même pas la peine de sortir la sienne. Oh, ma chérie, il doit y avoir une erreur. L'ordinateur a dû bugger. C'est mon siège. Je suis assise ici depuis 5 minutes. Elle délivra alors la phrase qui scellera son sort, sa voix tombant dans un ton mielleux et condescendant. Êtes-vous sûr d'être dans la bonne cabine? La classe économique premium est juste là-bas. C'est très confortable, paraît-il. Peut-être que votre siège est le 10A, pas le 1A. C'est une erreur facile à faire pour certaines personnes. L'implication flottait dans l'air, épaisse et toxique comme le kérosène à l'extérieur. Les yeux d'Alani, sombres et intelligents, ne clignèrent pas. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne rougit pas de colère. Au lieu de cela, un calme profond et glacial s'installa sur elle. Elle n'avait pas bâti un empire en réagissant. Elle l'avait bâti en agissant. Je ne me trompe pas, dit Alani, sa voix tombant à un murmure, mais portant plus de poids que les cris de Barbara. Et je ne bougerai pas. Veuillez récupérer vos affaires. Développement de la cabine, qui avait bruissé du froissement discret de magazines et du tintement de verres de champagne de pré-départ, devint silencieuse. Les autres passagers de première classe, titans de l'industrie et héritiers de vieilles fortunes, se tournèrent pour regarder. Ce n'était plus un désaccord. C'était une confrontation. L'hôtesse de l'air, Suzanne, remarqua finalement l'impasse. C'était une femme dans la fin de la quarantaine, avec un sourire cassant et tiré par des années passées à gérer des passagers exigeants. Elle se précipita, ses mains voltigeant anxieusement. « Y a-t-il un problème ici, mesdames ?» demanda-t-elle, ses yeux allant d'une femme à l'autre. « Oui, il y a un problème. » claqua Barbara, pointant un ongle acrylique long vers Alani. « Cette femme essaie de prendre mon siège. Elle me harcèle. Je veux qu'elle soit retirée. » Suzanne regarda Alani, son sourire se resserrant. Le chemin de moindre résistance était clair. Apaiser la passagère bruyante et agressive. « Madame, dit-elle à Alani, puis-je voir votre carte d'embarquement, s'il vous plaît? » Alani la présenta. Suzanne y jeta un coup d'œil, puis regarda Barbara. « Et la vôtre, Madame Mercier? »« Elle est dans mon sac. » souffla Barbara comme si la récupérer était une grave injustice. Elle fouilla dans un sac Louis Vuitton surdimensionné, sortant finalement sa propre carte et la tendant à Suzanne. « Voilà, 1A, platine élite. » Suzanne regarda une carte puis l'autre. Son visage devint pâle. C'était la redoutée erreur de duplication. L'agent de la porte, Marc, avait dû scanner les 2 cartes pour le même siège sans le remarquer. « Oh mon Dieu !» murmura Suzanne. « Il semble que nous ayons un petit problème. Le système a doublement réservé le 1A. » « Ce n'est pas un problème, insista Barbara. « Je suis arrivée la première. Je suis installée. Elle doit bouger. Trouvez-lui un autre siège. Mettez-la à l'arrière. Je m'en fiche. Je ne bouge pas. » Suzanne se tourna vers Alani, son expression suppliante. « Docteur Dubois, je suis terriblement désolée. C'est une faute de la compagnie aérienne. Nous avons un autre siège disponible. Le 12 by. C'est un siège couloir en cabine économique premium. Nous vous offririons bien sûr un bon pour le désagrément. » L'insulte était profonde. Non pas un autre siège de première classe, mais une rétrogradation vers une cabine intermédiaire. Le regard d'Alani passa de Barbara à Suzanne. Et ses yeux étaient maintenant durs comme l'obsidienne. « Vous m'offrez une rétrogradation? Eh bien, Madame Mercier est déjà installée. » balbutia Suzanne, intimidée par le volume pur de Barbara. « C'est juste pour nous permettre de partir. Nous devons fermer les portes. » La solution, déclara Alani, sa voix résonnant avec une autorité glaciale, n'est pas de rétrograder la passagère avec un billet. La solution est de vérifier votre propre manifeste. J'ai réservé ce siège il y a 6 mois. Je l'ai sélectionné personnellement. Je suis partenaire Tier Emeraude. Barbara laissa échapper un rire qui ressemblait à une mouette qui se brise. Tier Emeraude. Oh, c'est adorable. Je suis platine cercle des fondateurs, ma chérie. Ça l'emporte sur la petite carte que tu as su avec ta carte de crédit. Elle fit alors sa deuxième et plus critique erreur. Elle tendit la main et poussa la sacoche en cuir d'Alani, qu'Alani avait placée sur la coudoir du 1 Enlève ton sac du siège de mon ami. Ricana-t-elle. La température de l'air dans la cabine sembla chuter de 10 degrés. La main d'Alani se leva, non pas pour toucher Barbara, mais pour stabiliser son sac. À l'intérieur de ce sac, outre le dossier d'acquisition de 9 milliards d'euros, se trouvait un prototype de dispositif de communication que sa société développait. Valant plus que toute la tenue de Barbara. Ne touchez plus jamais.
dit Alani, sa voix dangereusement basse, à ma propriété. Le commandement brut et non dilué dans sa voix fit même sursauter Barbara. Ça suffit, hurla Barbara, se reprenant. Elle m'a menacée. Suzanne, avez-vous vu ça? Elle m'a menacée. Je ne suis pas en sécurité. Cette personne est une menace pour ce vol. Faites-la descendre de cet avion. C'était le mot magique. Menace. Le visage de Suzanne, déjà pâle, devint cendré. Dans un monde post-11 septembre, menace était un mot qui supplantait tout service client. Madame, dit Suzanne, sa voix tremblante, maintenant dirigée uniquement vers Alani. Je vais devoir vous demander de venir avec moi sur la passerelle immédiatement. Je ne le ferai pas, dit Alani, tenant bon. Je suis la partie offensée ici. Je suis dans mon siège avec billet et j'ai été verbalement abusée et physiquement agressée par cette passagère. Appelez votre chef de cabine ou appelez le commandant. David, cria Suzanne, la panique montant dans sa voix. David, j'ai besoin d'aide. Le chef de cabine, David, un homme grand avec une expression pincée, arriva. Suzanne murmura rapidement sa version des événements. Double réservation. Cette femme, désignant Alani, refuse de bouger. Elle a menacé Madame Mercier. Madame Mercier est platine. Nous allons être en retard. David ne regarda même pas la carte d'embarquement d'Alani. Il regarda sa montre, la Madame Mercier très importante et exaspérée, et le problème debout dans l'allée. Il fit le même calcul que Suzanne. Madame, dit David à Alani, adoptant un ton de fausse patience d'acier. Nous ne pouvons pas résoudre ceci ici. Vous retardez le départ d'un vol international. Vous devez débarquer maintenant. C'est inacceptable, dit fermement Alani. Je suis docteur, Alani Dubois, et j'exige de parler au commandant. Le commandant est occupé avec les préparatifs de vol. Vous pouvez lui parler ou à la police au sol. Claqua David. Il fit signe vers la porte de la cabine ouverte. Vous êtes maintenant en violation de la loi fédérale en refusant d'obéir aux instructions de l'équipage. Il décrocha le téléphone interne. Porte, c'est le chef de cabine David. Nous avons une passagère non conforme en ANA. Elle refuse de débarquer. Nous avons besoin d'une assistance de sécurité. Barbara Mercier se pencha en arrière dans le siège ANA, un sourire suffisant et venimeux se répandant sur son visage. Elle sortit son téléphone, l'inclina légèrement et appuya sur enregistrer. C'est ce qui arrive quand on ne connaît pas sa place, murmura-t-elle assez fort pour qu'Alani l'entende. Alani regarda la femme souriante qui avait volé son siège. Elle regarda l'équipage faible et lâche qui avait choisi le préjugé plutôt que la procédure. Elle regarda les autres passagers silencieux. Puis, avec un soupir qui n'était pas de défaite, mais de profonde déception, elle hocha la tête. Très bien. Elle se retourna, le dos raide, et sortit de la cabine de première classe, la tête haute. Alors qu'elle descendait de l'avion et sur la passerelle d'embarquement, elle fut accueillie par 2 policiers en uniforme de la police aux frontières. La porte de l'avion siffla en se fermant derrière elle. Sur la passerelle, l'atmosphère était radicalement différente du luxe feutré de la cabine. Les lumières fluorescentes bourdonnaient. L'agent de la porte, Marc, qui l'avait embarqué quelques minutes auparavant, avait l'air horrifié. Docteur Dubois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que j'aimerais savoir, officier, dit Alani en se tournant vers les 2 policiers, les officiers Dupont et Lévy. J'étais dans mon siège assigné, le 1A, quand une autre passagère, Barbara Mercier, a prétendu que c'était le sien. Votre équipage, Suzanne et David, ont refusé de vérifier mon billet contre le manifeste. Ont différé à la passagère la plus bruyante. Et quand j'ai refusé d'être illégalement rétrogradé, ils m'ont éjecté. L'officier Dupont, le plus âgé des 2, soupira. C'était une affaire civile, un cauchemar du service client, pas une affaire de police. Madame, l'équipage a le droit de retirer n'importe quel passager pour n'importe quelle raison. Nos mains sont liées. Ils ont fermé la porte. Notre travail est juste de maintenir la paix ici à la porte. Je vois, dit Alani. Les moteurs de l'avion commencèrent à gémir, le son vibrant à travers le sol métallique de la passerelle. Il commençait à reculer. Marc, dit Alani, se tournant vers l'agent de la porte. Sa voix était toujours calme, mais elle avait un tranchant qui fit se redresser le jeune homme. J'ai besoin que vous appeliez votre chef de station maintenant. Madame, le vol est parti. Commença Marc. Il n'est pas parti, dit Alani. Il est toujours sur la propriété de l'aéroport. Appelez votre chef et officier Dupont, j'apprécie votre position. Cependant, je viens d'être agressé par Madame Mercier. Elle a mis ses mains sur ma propriété et m'a ensuite diffamé, conduisant à mon retrait. Je dépose une plainte formelle. Les sourcils de l'officier Dupont se levèrent. Agression. Oui, et votre équipage est témoin, tout comme toute la cabine de première classe. L'officier regarda son partenaire. Cela devenait compliqué, mais Alani n'avait pas fini. Elle sortit son téléphone.
Les moteurs dehors rugissaient maintenant, les turbines massives du 777 tournant. Elle appuya sur un seul numéro sur sa composition rapide. Robert, dit-elle, sa voix coupant à travers le bruit. L'homme à l'autre bout, Robert Leclerc, PDG d'Air France Global, répondit à la première sonnerie. Alani, tu es en l'air. Je regardais justement les chiffres finaux. Cet accord va nous sauver. Non, Robert, je ne suis pas en l'air, dit Alani, sa voix plate et froide. Je suis sur la passerelle d'embarquement à la porte B24, Charles de Gaulle. Je viens d'être éjecté du vol 212. Le silence à l'autre bout de la ligne fut absolu. Quoi? S'étrangla finalement Robert. Qu'est-ce que tu as dit? Éjecté. Est-ce une blague? Je regarde ton avion, Robert. Il recule de la porte. J'étais dans mon siège avec billet, le 1A. Une femme nommée Barbara Mercier l'a volé. Ton équipage, Suzanne et David, a pris son parti, m'a accusé d'être une menace quand j'ai refusé d'être rétrogradé en économique premium et m'a fait retirer par la police. Cette femme, qui, je pourrais ajouter, a fait plusieurs remarques à caractère racial, est maintenant à 6 ans 1A en sirotant du champagne. Moi, en revanche, je suis sur une passerelle. Mon Dieu, murmura Robert. Mon Dieu, Alani. Robert, interrompit Alani, sa voix se durcissant en l'acier qu'il connaissait de leurs négociations. Tu as 30 secondes pour arrêter cet avion. Si ces roues quittent le sol, l'acquisition de 9 milliards d'euros de ta compagnie aérienne est morte. Mon équipe liquidera nos actions existantes d'ici demain matin. Et je déposerai personnellement une poursuite fédérale pour discrimination contre Air France Global qui éclipsera toute perte opérationnelle que tu affrontes actuellement. Immobilise le vol maintenant. Immobilise-le, Alani. Il a déjà reculé. Je ne peux pas juste. Tu es le directeur général, Robert. Tu trouveras un moyen. Tu es testé et tu échoues. Immobilise le vol. Elle raccrocha. L'officier du pont, Marc et l'officier Lévy la regardaient. Bouche bée. À l'intérieur de la cabine de la F212, maintenant en train de rouler vers la piste. La voix du commandant Moreau résonna sur le pas. Mesdames et messieurs, ici le commandant Moreau. Eh bien, c'est nouveau. Nous venons de recevoir un arrêt complet au sol par notre propre centre d'opération. Il nous ordonne de retourner à la porte. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. Équipage de cabine, veuillez vous préparer pour l'arrivée. Un gémissement collectif remplit l'avion. En 1A, Barbara Mercier était incandescente de rage. Retournez à la porte? Vous plaisantez? C'est à cause de cette femme. C'est incroyable. Je veux faire virer tout le monde pour ça. L'avion, qui se dirigeait vers la piste active, s'arrêta lentement et commença le long processus ignominieux d'être remorqué vers la porte B24. Sur la passerelle, le téléphone d'Alani vibra. C'était Robert. C'est fait, dit-il, sa voix tremblant de fureur et d'adrénaline. Il retourne à la porte. Le chef de station, Monsieur Durand, court vers toi en ce moment. Alani, je n'ai pas de mots. Trouve-les, Robert, dit Alani. Le prix de ta compagnie aérienne vient de baisser de 20%. Et je veux cet équipage et cette passagère qui m'attendent à la porte. La passerelle se rattacha lentement à l'avion avec un lourd bruit sourd. La porte de la cabine s'ouvrit, mais cette fois personne ne descendait, et Docteur Alani Dubois ne montait pas. Elle attendait. La suite continue avec le retour de l'avion. La confrontation avec l'équipage et Barbara Mercier, la révélation du rôle d'Alani. Son licenciement de l'équipage, l'arrestation de Barbara. La restructuration de la compagnie aérienne. L'initiative à 100 de formation de 72 heures. Les conséquences pour Barbara incluant des poursuites fédérales et civiles, la perte de son statut et de sa réputation. Et finalement le vol réussi d'Alani vers Londres après avoir établi de nouvelles normes de respect et de procédure dans toute la compagnie aérienne. Conclusion 3 semaines plus tard. Le vol Air France 212 vers Londres embarquait à la porte B24. L'immobilisation de 72 heures était un souvenir. Mais les protocoles à s'embrayer sur des écrans numériques à chaque porte. Docteur Alani Dubois, vêtu de sa tenue de voyage simple, se tenait en retrait, observant. Un passager, un homme dans une chemise de designer bruyante, coupa la file et claqua sa carte platine sur le comptoir. Je suis monsieur Renard. Je suis en retard. Mon bagage est en surpoids, mais vous allez juste l'enregistrer. Je suis platine. Faites-le. La nouvelle agente de la porte, une jeune femme nommée Sarah, ne broncha pas. Elle le regarda avec un sourire poli et ferme. Bonjour, monsieur Renard, dit-elle, sa voix parfaitement calme et audible. Je vois que vous êtes pressé. Cependant, notre politique pour les bagages en surpoids s'applique à tous les passagers, quel que soit leur statut. Vous pouvez soit payer les 150 € de frais, soit vous pouvez refaire vos bagages ici. Vous savez qui je suis? Bredouilla-t-il, devenant rouge. Je vais vous faire virer.
Le sourire de Sarah ne vacilla pas. Monsieur, je comprends votre frustration, mais mon travail est d'assurer la sécurité et l'équité de ce vol pour tous les 300 passagers, ce que je fais. Veuillez faire votre choix ou je serai forcé de vous réserver sur le prochain vol afin que nous puissions partir à l'heure. Monsieur, Renard fixa abasourdi. Il était habitué à ce que cette menace fonctionne. Il regarda autour de lui pour un allié, mais les autres passagers regardaient, certains même hochant la tête en approbation. Vaincu, il grogna bien, facturez ces stupides frais. Il paya, arracha son reçu et marcha lourdement dans la passerelle. Alani observa, un petit sourire satisfait touchant ses lèvres. Ça fonctionnait. Elle fut la dernière à embarquer, comme d'habitude. Elle entra dans la cabine de première classe. La nouvelle chef de cabine, une femme nommée Maria, l'accueillit. Bonjour, docteur Dubois, dit Maria, sa voix professionnelle et chaleureuse. Bienvenue à bord. Nous avons votre eau pétillante préférée et le prospectus que vous avez demandé à votre siège. Nous sommes prévus pour un départ à l'heure. Alani hocha la tête. Merci, Maria. Elle prit son siège, le 1A. Il était propre, calme et l'attendait. Elle regarda par la fenêtre alors que son avion, reculait de la porte. Exactement à l'heure. Elle ouvrit le prospectus papier de l'accord de Londres qu'elle était finalement en route pour signer. La nouvelle norme avait été établie, non seulement dans l'air, mais au sol. Et de cette nouvelle altitude, la vue était parfaite.